Alors, on entre dans un chapitre qui est relativement important parce qu'il va influencer la suite du cours et la suite des exercices jusqu'à la fin de la réto. Donc, c'est des choses dont on va parler encore relativement souvent. Alors, qui est le chapitre donc des vitesses de réaction? Alors, sans passer des heures dessus, vous savez tous que les réactions chimiques, elles se font à une certaine vitesse. Alors il y a des réactions qui vont aller vite, comme les explosions, un pétard qui explose, une réaction entre du vinaigre et du calcaire, et puis des réactions qui vont aller plutôt lentement, comme un clou qui rouille ou une bougie par exemple qui va se consumer, ou si on pousse à l'extrême, la formation du pétrole par exemple qui s'est formé sur des millions d'années, donc dans les temps géologiques. Donc une réaction chimique en réalité, c'est une réaction qui va avoir soit tendance à être plutôt rapide, soit plutôt lente par rapport à sa nature première. Donc ça, on ne pourra jamais le changer. Par contre, on va pouvoir étudier la cinétique. Donc la cinétique, vous avez déjà fait de la cinétique en physique, donc c'est l'étude du mouvement. Donc la cinétique d'une réaction chimique, c'est justement la façon dont cette réaction va évoluer vers la droite, enfin vers plutôt rapidement ou plutôt lentement. Donc on va étudier une vitesse de réaction. Alors une vitesse de réaction, si on prend cette réaction-là, par exemple, le CO qui réagit avec le NO2 pour donner du CO2 et du NO, la vitesse de réaction, on va pouvoir la mesurer de plusieurs façons. C'est la quantité de NO2 qui va disparaître au cours d'un intervalle de temps, c'est aussi la quantité de CO qui va disparaître au cours du temps, et c'est la quantité de CO2 qui va apparaître au cours du temps sur un delta temps, donc un intervalle de temps, et la quantité de NO qui va être formée par rapport à un intervalle de temps. Donc en gros, on a 4 façons, donc celle-ci aussi, c'est la même chose pour la quantité de CO qui va être transformée sur un intervalle de temps. Donc, toutes ces vitesses de réaction vont dépendre donc de la nature de la réaction de départ. C'est pourquoi les unités qu'on va employer vont dépendre de où on se trouve. Ce sera des millisecondes par exemple pour des explosions, et ce sera des années, des milliers d'années, voire des millénaires à la limite pour certaines. Les unités, ça va être pour la quantité de matière, en général des concentrations ou des pressions partielles si on parle de gaz. Donc la pression partielle étant la quantité du gaz qu'il y a dans l'atmosphère. Alors en général, comment est-ce qu'on va déterminer la vitesse d'une réaction? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mesurer la concentration d'un individu dans la réaction au cours du temps, et puis on va calculer la vitesse entre deux intervalles de temps. Maintenant, ce qui est important, c'est de savoir qu'on va pouvoir jouer sur ces vitesses de réaction. Donc une vitesse de réaction, c'est plus ou moins lent, plus ou moins rapide selon les réactions, on l'a dit, mais on va surtout pouvoir jouer sur la vitesse d'une réaction. Et donc pour ça, on va avoir plusieurs facteurs. Alors le premier facteur, c'est la concentration des réactifs, c'est-à-dire en gros la quantité de réactifs que je mets dans mon milieu. Si j'ai par exemple A plus B qui doivent réagir pour donner C, si je mets dans un petit pot une mole de A et une mole de B, par rapport à dans un autre petit pot où je mets 3 moles de A et on va dire 5 parce qu'il n'y a pas de raison que on ait le même nombre, 5 moles de B, normalement, étant donné que pour qu'il y ait réaction A doit rencontrer B, il y a plus de chances, plus de probabilité que A et B se rencontrent dans le pot numéro 2 que dans le pot numéro 1. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de monde dans le 2 et que donc vous avez plus de probabilité que B rencontre A, alors que ici, en gros, il faut que le seul A qui est rencontre le seul B. Donc c'est ce qui est illustré ici. Donc en gros, étant donné que quand des molécules se rencontrent, elles vont pouvoir réagir, plus vous avez de molécules dans un milieu, plus la vitesse de réaction va être élevée. Donc ce qui revient à dire que pour qu'il y ait une réaction
A et B doivent se rencontrer. Plus la concentration de A et ou de B augmente, plus la vitesse de réaction augmente également. Parce que plus vous avez de molécules dans le milieu, plus elles ont de chances de se rentrer dedans l'une l'autre. C'est exactement comme si vous montez dans un bus un dimanche matin où il n'y a personne dedans, vous risquez pas de croiser quelqu'un, tandis que si vous le prenez à l'heure de pointe, vous avez plus de chances de vous cogner dans quelqu'un à l'heure de pointe que le dimanche matin. Donc plus il y a de concentration dans un milieu, plus la réaction va aller vite. Ça, c'est pour le premier facteur. Le deuxième facteur, c'est la température. Alors, pour comprendre l'effet de la température, il faut que vous posiez la question de pourquoi est-ce qu'on met les aliments au frigo. Alors forcément, comme c'est une vidéo, vous ne pouvez pas me répondre, donc on va faire comme si vous réfléchissiez chez vous. Donc, qu'est-ce qui arrive si je mets un demi-poulet? Donc je vais acheter un poulet au marché, je coupe mon poulet en deux, je mets une moitié dans le frigo et une autre moitié sur mon plan de travail, et on va considérer que c'est l'été parce que ça fait longtemps et que donc il fait 25 degrés en moyenne. Ce qui va arriver, ce que normalement vous avez tous compris, c'est que mon poulet qui est en dehors de mon frigo va pourrir, moisir, périmer si vous voulez, beaucoup plus vite que le poulet qui est dans mon frigo. Alors pourquoi? Parce que dans le poulet c'est un être qui était vivant, qui a donc toute une série de choses sur lui, donc sur la viande, sur la peau, sur tout, et donc il y a plein de micro-organismes. Ces micro-organismes se reproduisent comme tout micro-organisme, et qu'à un moment donné, ils vont rendre la viande malpropre à la consommation, parce qu'il y aura plus de micro-organismes, on va dire, que de viande. Pourquoi est-ce que dans le frigo, cette viande tient plus longtemps? Eh bien c'est simplement parce que la vitesse de réaction va diminuer quand la température diminue. Donc en fait, on met les aliments dans le frigo parce que la température diminuant dans le frigo, eh bien la réaction va avoir lieu beaucoup plus lentement et on peut garder les aliments beaucoup plus longtemps. Dans le congélateur, comme les températures tombent en dessous de zéro, les réactions chimiques sont carrément arrêtées et donc normalement ça permet de garder les choses encore plus longtemps. Donc là, parfois, certaines réactions, avec une augmentation simplement de 10 degrés, vont avoir une vitesse qui peut être augmentée de 2 à 4 fois. Exemple pour une réaction donnée, donc alpha, si elle a lieu à 400 degrés, elle va avoir lieu en 1 seconde, et si on fait la même réaction à 0 degré, elle va avoir lieu en 350 siècles, parce que certaines réactions ont besoin d'énergie pour pouvoir se faire, c'est notamment lié aux réactions qui sont exo- et endothermiques, qu'on a vu avant et où on va faire le lien dans ce chapitre-là également après. Et ben voilà, il était là mon poulet dans le frigo. Donc, pour diminuer la vitesse de reproduction des micro-organismes qui sont dedans. Alors si vous avez par exemple, si vous allez au pôle Nord ou en Alaska ou dans la neige par exemple et que vous avez un GSM, votre GSM risque de tomber à plat entre guillemets, donc de s'éteindre. Pourquoi ? Pas parce que votre batterie est plate, mais simplement parce que votre batterie, en gros, c'est une pile, on verra ça en réto, mais en gros, c'est une substance chimique qui va produire un courant électrique. Donc, il y a une réaction chimique qui a lieu dans votre batterie qui produit ce courant électrique, et que si la température est trop basse, eh bien, cette réaction chimique se fait beaucoup plus lentement, et en fait, on ralentit le flux des électrons dans le GSM, dans la batterie, et en fait, votre GSM ne reçoit plus d'électricité, et donc forcément, il va s'éteindre. Donc, c'est pas forcément parce qu'il est plat, c'est simplement parce que le courant électrique ne passe plus. Donc, la température, c'était le deuxième facteur. Alors le troisième facteur, c'est la surface de contact entre les réactifs. Ça veut dire quoi une surface de contact? Eh bien, c'est la surface qui va être disposée à faire la réaction. Pour ça, donc, on va imaginer qu'on a une tablette d'Afalgan, donc tout le monde voit ce que c'est qu'une tablette d'Afalgan, hein. Elle est cachée là, les tablettes effervescentes qu'on va couper en deux. On va la couper en deux, et on va réduire une moitié en poudre et l'autre moitié on va la laisser intacte. Et on va mettre dans deux pots
d'une part la poudre et d'autre part la tablette, enfin la demi-tablette entière. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va remarquer que la poudre va se dissoudre beaucoup plus vite. Alors pourquoi? Ben là, il faut remonter dans votre cours de 4e, mais je pense qu'on a fait ça cette année parce qu'avec le Covid, les chapitres ont été bougés. Mais donc, si vous vous souvenez, pourquoi est-ce qu'un corps se dissout? Donc, on va faire avec le NaCl. Donc, si on a du sel de cuisine, pourquoi est-ce que ce corps se dissout? Parce que on a... Non, d'ailleurs, c'était en 5e, mais c'est pas grave. Donc, on a l'eau qui est une molécule qui est polaire, qui va attirer les atomes qui sont chargés positivement, c'est l'oxygène qui va les attirer, et négativement, c'est les hydrogènes de l'eau qui a un côté plus et un côté moins. Et donc, au fur et à mesure, on va décoller les atomes de ce sel un par un. Et bien, si on a une poudre, que fait l'eau? Si on a de la poudre, les molécules d'eau, la poudre va se disperser dans l'eau. Donc j'ai bien dit disperser et j'ai pas dit se dissoudre. Et donc les molécules d'eau vont venir s'insinuer partout et vont pouvoir attaquer entre guillemets les particules à séparer de tous les côtés. Tandis que si j'ai une tablette comme ceci qui est formée d'un solide, eh bien l'eau ne peut pas attaquer partout, elle ne peut attaquer que à la surface de la tablette et donc forcément elle va venir défaire les atomes et les molécules qu'elle peut séparer, ou les groupements d'atomes, un par un, mais en passant de l'extérieur. Et donc forcément, ça va prendre plus de temps si le cachet est en un seul morceau plutôt qu'en poudre. Et bien ça, c'est ce qu'on appelle augmenter la surface de contact. Ça veut dire que ici, ma surface de contact, elle fait tout le périmètre, enfin toute la surface extérieure de mon cachet. Alors que ici, si je prends chaque particule réduite en poussière et que je les aligne, ça va me faire une tablette qui va être une surface qui va être beaucoup plus élevée que la surface ici de mon cachet. Donc en augmentant la surface de contact, on augmente la vitesse de la réaction. Simplement parce que les molécules peuvent attaquer entre guillemets par plusieurs côtés et donc ça va plus vite. Alors le dernier facteur qui est sans doute le plus difficile à comprendre, c'est le catalyseur. Alors qu'est-ce qu'un catalyseur? Un catalyseur, c'est une molécule ou un corps, donc ça peut être une molécule chimique, ça peut être une particule, ça peut être un clou en fer, ça peut être une particule de zinc, une particule de cuivre, donc c'est vraiment quelque chose, ça peut être un caillou à la limite, mais donc c'est un corps ou une molécule qu'on va introduire dans le milieu et qui va faire que la réaction va avoir lieu beaucoup plus vite. Donc le catalyseur va accélérer d'office la vitesse de réaction. Alors, il accélère cette vitesse pas n'importe comment. Donc il augmente la vitesse, ça c'est le premier point, mais on le retrouve intégralement à la fin de la réaction. Donc ça veut dire que si mon catalyseur était un clou en fer, eh bien à la fin de la réaction, mon clou en fer, il est toujours là, intact et non modifié. Et troisième point important, c'est un catalyseur, c'est spécifique d'un type de réaction. Donc ça veut dire que si mon clou en fer permet de catalyser la réaction A plus B qui donne C, il ne va pas permettre de faire Z plus W qui donne X. Donc un catalyseur est spécifique à une réaction. Vous allez voir que dans les milieux biologiques, on a plein de catalyseurs. Donc toutes les réactions de digestion, la plupart des réactions de digestion de vos aliments sont des réactions qui ont lieu avec un catalyseur, avec des enzymes donc, qui vont spécifiquement faire quelque chose, casser une molécule ou en former. Les molécules de synthèse de votre ADN, de vos protéines, sont aussi des catalyseurs et donc un catalyseur qui est capable de fabriquer vos protéines n'est pas le même catalyseur qui va fabriquer votre ADN. Ça, vous les verrez dans le cours de bio. Alors maintenant, comment est-ce que ce catalyseur agit? Alors, pour comprendre comment un catalyseur agit,
et c'est sans doute la partie la plus compliquée du cours, il faut comprendre ce schéma. Alors ce schéma, il va expliquer que lorsqu'il y a une réaction, donc je vais reprendre A plus B qui donne C, la première condition pour qu'il y ait réaction, c'est que A et B se rencontrent. C'est logique, c'est ce dont on a parlé tout à l'heure. Donc en 1, il faut que A rencontre B. Si A ne rencontre pas B et qu'ils sont dans deux pots différents, vous pouvez toujours rêver, ça ne va pas avoir lieu. Mais en deuxième, il faut que A et B aient une certaine énergie. Cette énergie, c'est pas n'importe laquelle, c'est une énergie cinétique. Donc vous avez dû voir ça quelque part en physique. Chaque particule, chaque objet a une certaine énergie cinétique qui est liée en général à son mouvement. C'est pour ça que quand on mélange une bouteille de coca, les énergies cinétiques des molécules de CO2 augmentent, et donc quand on l'ouvre, ça fait pchiter, il y a du coca partout. Mais donc pour pouvoir réagir, A et B doivent se rencontrer, mais A et B doivent avoir une certaine énergie cinétique. Cette énergie cinétique, c'est ce qu'on appelle l'énergie d'acte, c'est ça, c'est l'énergie d'activation. Ce qui veut dire que si une molécule A est ici, avant l'énergie d'activation, et qu'elle rencontre B, eh bien elles vont se rencontrer, mais elles ne vont pas se transformer en C, elles vont se rencontrer, elles vont se décoller, et la réaction n'aura pas lieu. Pour que A et B réagissent, eh bien il faut que A et B aient une énergie cinétique qui est au-delà de cette énergie d'activation. Alors je vais placer cette énergie d'activation à 75 kJ, comme ça on a juste une valeur seuil, mais cette énergie d'activation, bien sûr, elle est spécifique à toutes les réactions chimiques. Alors, je ne pense pas qu'en maths vous ayez déjà fait les intégrales, mais l'intégrale d'une surface en maths permet de trouver le nombre de particules que représente cette surface. Donc en gros, si je calcule l'intégrale de ce point-ci à ce point-là en maths, je vais pouvoir trouver que sous cette zone, il y a un certain nombre de particules. Et même chose, si je calcule l'intégrale de cette zone-ci à cette zone-là, je vais trouver le nombre de particules. Donc en gros, on ne va pas faire de maths ici, on ne va clairement pas faire d'intégrale. Vous retenez simplement que la surface sous la courbe représente un certain nombre de particules. Plus la surface est grande, plus j'ai de particules dans cette zone. Donc, si on est à température 1, donc la courbe ici, donc celle qui est déjà dessinée, c'est la courbe qui est à une température 1. Donc ça veut dire qu'à une température 1, j'ai arbitrairement, je vais mettre 1000 particules sous cette partie, et j'en ai 100 qui sont de ce côté-ci de la courbe. Donc ça veut dire qu'à la température 1, j'ai 100 particules. Alors je dis particules parce que ça peut être des molécules ou des ions ou des... Voilà, donc j'ai 100 molécules, on va dire, qui peuvent réagir. Ça veut dire qu'en gros, j'ai plus ou moins, on va dire 50-50, 50 A et 50 B qui, quand ils vont se rencontrer, vont pouvoir réagir. Que se passe-t-il quand j'ai la température 2 qui est plus grande que la température 1? On l'a dit tout à l'heure avec la bouteille de coca, quand on la mélange, on augmente l'énergie cinétique. Et bien, quand on chauffe une substance, on va augmenter l'énergie cinétique des particules. Alors, cette énergie cinétique, elle ne va pas augmenter de façon linéaire, donc je ne vais pas déplacer la courbe vers la droite. Elle va déplacer globalement, elle va avoir tendance à aplatir la courbe d'un côté et à l'élever de l'autre côté. Donc l'allure générale, en gros, c'est la courbe qui se tasse d'un côté et qui va remonter de l'autre. On n'est pas dans un cours de maths super strict, donc tout ce que je veux que vous compreniez, c'est que quand on augmente la température, globalement, les molécules vont avoir leur énergie cinétique qui augmente, donc ça veut dire que j'ai moins de molécules, vu que ça c'est le nombre maximum de molécules que je trouve avec une certaine énergie, j'ai moins de molécules qui ont une faible énergie cinétique et j'en ai plus qui ont une élevée. Ça veut dire quoi au point de vue de ma réaction chimique? Eh bien, ça veut dire que quand j'augmente ma température, je me retrouve ici avec une zone rose qui est plus grande que la zone bleue d'origine. On va dire qu'elle fait plus ou moins deux fois. Donc ça veut dire que cette zone rose hachurée, elle contient 200 molécules.
Ce qui explique pourquoi quand j'augmente la température ou que je la diminue, à l'inverse, ma vitesse de réaction augmente. Parce que si j'ai 200 molécules ici qui sont capables de réagir à la place de 100, ça veut dire quoi en gros? Ça veut dire que j'augmente la concentration des particules qui sont capables de réagir, et si elles sont plus nombreuses dans le milieu, elles vont se rencontrer plus vite, et donc ma réaction va aller plus vite. Donc en fait, ce que j'ai fait ici en rose, c'est pas du tout ce que je voulais faire d'expliquer le catalyseur, c'est d'expliquer l'effet de la température sur une réaction. D'accord? Donc ça, c'est l'effet de la température. Maintenant, je reviens à mon catalyseur, parce que du coup, je l'avais perdu de vue. Comment agit le catalyseur cette fois-ci? On va le faire en orange. Le catalyseur, il va diminuer l'énergie d'activation d'une réaction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, je vous rappelle que j'avais dit que le catalyseur, il était spécifique à une réaction, vous vous souvenez? Eh bien, ça veut dire que cette énergie d'activation qui est là, plutôt que de se retrouver à 75 kJ, elle va se retrouver à une version plus basse. Alors on va dire quoi? 75, on va dire 50 kJ par exemple. Donc ça va permettre de faire diminuer mon énergie d'activation là. Je ne suis plus à 75, je suis à combien? Je suis à 50 kJ. Alors c'est arbitraire ici, ça dépend de plein de trucs, ça dépend de la réaction, ça dépend du catalyseur que vous utilisez, mais ici c'est pas le but. Donc si j'utilise un catalyseur, mon énergie d'activation diminue, et si cette énergie d'activation diminue, qu'est-ce qui se passe? Eh bien il se trouve que la zone qui est ici, en orange, et qui englobe la partie qui était là après, cette zone-là, en orange, elle comprend 100, on va dire, elle comprend 200 particules. Cette zone-ci est également plus grande que la zone initiale qui était de 100 particules. Et si j'ai plus de particules qui contiennent, ont l'énergie d'activation nécessaire pour réagir, j'ai plus de particules, donc ma réaction va aller plus rapidement. Donc en gros, la partie rose et la partie orange sont deux explications séparées. La partie rose explique l'effet de la température et de pourquoi quand on met quand on sort le poulet du frigo, la réaction va avoir tendance à se dégrader plus vite que si on l'avait laissé dans le frigo. Et la partie orange explique l'effet du catalyseur. Si je mets un catalyseur, l'énergie d'activation de la réaction va chuter, et donc je me retrouve avec une zone qui comprend plus de particules qui ont l'énergie d'activation pour pouvoir réagir.